Donc, tout d'abord, merci d'être venu pour ce beau thème de la rencontre entre littérature et photographie. Je crois que c'est un thème qui suscite l'engouement, en tout cas peut-être du côté des éditeurs français. Peut-être que c'est même un thème peut-être très franco-français, la littérature, la rencontre des écrivains et des mondes photographiques. Et alors j'ai souhaité intituler cette rencontre Un nouvel élan, parce qu'il me semble que depuis au moins une bonne année, mais bien avant ça, cela dit, une sorte de focalisation ces temps-ci, de maisons d'édition françaises qui créent des collections spécifiquement en demandant à des écrivains de regarder des images ou ou inversement, ça peut aussi arriver de cette façon-là. Donc on a ici parmi nous trois éditeurs que je vais vous présenter brièvement, qui sont des éditeurs qui ont créé des collections spécifiquement dédiées à la littérature. Donc on est avec des éditeurs France Photobook, mais le phénomène dépasse largement aussi les éditeurs de ce groupement, de cette association. Je pense par exemple aux éditions Les Petites Allées. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition créée en Charente en 2008, et qui est une maison d'édition qui a trouvé sa place et qui a une véritable puissance aujourd'hui. 200 exemplaires. Alors, au début, c'était très confidentiel. Le principe, donc c'est Les Petites Allées, la maison d'édition, dont le directeur de collection est un écrivain qui s'appelle Serge Héroldi. Et le principe, c'est de confier, de faire écrire un écrivain sur une image, 10 000 signes, dans des petites éditions très, très bien fabriquées, et de les faire circuler comme ça, au départ de façon très, très confidentielle. Et finalement, cette maison d'édition s'est véritablement imposée. Le dernier titre, donc, c'est un dialogue entre une image de Linda Tulou et un texte de Yannick Enel, par exemple. Donc, je vous présente nos intervenants. Fabienne Pavia, qui est directrice des éditions Le Bec en l'air, créée en 1999, et qui a commencé véritablement ses activités en 2001, peut-être, hein, et qui est peut-être Fabienne pionnière, parce qu'il y a une collection qui s'appelle Collatéral, qui a été créée très tôt et dont on va parler, avec une expertise aussi sur cette rencontre et sur ce qu'on peut attendre d'une rencontre entre un livre de photographie et un écrivain. Vous avez aussi Éric Lebrun, qui est directeur des éditions Leitmotiv dans le Nord. Là, on est dans les Hauts-de-France. Alors, Fabienne Le Bec en l'air est à Marseille. J'aime bien associer des éditeurs à des territoires aussi, dans une pensée de la archipélique, un petit peu la multiplicité des îlots. On va pas dire de résistance, mais en fait des îlots de sensibilité un peu partout sur le territoire français. Donc Marseille, la Madeleine à côté de Lille pour les éditions Leitmotiv, avec un premier titre qui est paru d'un dialogue entre un texte d'Annie Ernaux qui a été republié et une photographe qui s'appelle Nadège Fagou. Et donc on pourra en discuter aussi avec la puissance qu'a pu apporter quelqu'un qui a obtenu le prix Nobel de littérature. Et Céline Pévrier des éditions Sun, qui est dans l'Hérault, à Montpellier. Tu es nomade, mais en fait, tu es essentiellement là-bas. Et qui a aussi créé une belle collection en partenariat avec la Fondation Musée départemental Albert Kahn à Boulogne-Billancourt et les Archives de la Planète, où il est demandé à un écrivain contemporain de déployer sa vision à partir d'un autochrome. Donc quatre titres sont déjà parus. Je peux citer aussi les livres paraîtront bientôt, les éditions La Main Donne, donc David Fouret, qui lui est dans l'Aveyron, dont l'idée de collection est portée par le tireur Guillaume Jeunesse, que vous connaissez sûrement, et ça va s'appeler Poursuite et Ricochet, l'idée étant de demander à un auteur de revisiter ses archives familiales et de chercher ce qui a pu être déterminant dans les premières images, celles qu'on a tous dans nos albums. Voilà. En quoi quelques-unes de ces images ont pu être déterminantes. Donc il y aura par exemple Marie-Hélène Lafont qui va écrire, pas que des écrivains, Bernard Plossu, Guillaume Jeunesse qui inaugurera sûrement la collection. Donc là, David aurait pu être là aussi, David Fouret, mais c'est les premiers livres paraîtront donc à l'automne, vraisemblablement. Voilà, pour un petit paysage très, très rapide d'un phénomène
qui me semble se concentrer actuellement, alors on va essayer de comprendre pourquoi, d'une rencontre organisée entre écrivains, photographes, éditeurs. Alors je demanderai d'abord aux intervenants de peut-être présenter rapidement votre maison d'édition, ses lignes structurantes et surtout la place du texte depuis la création de la maison d'édition. Est-ce que la place du texte a changé? Est-ce qu'il y a eu voilà, des modifications? Et surtout, pourquoi la création de ces nouvelles maisons, ces nouvelles collections dans vos maisons d'édition? Bonjour, merci d'être présent. Sun s'est fondé en étant plus axé sur la photographie. Je suis éditrice de photographie à la base, mais en fait, le texte s'est tout de suite imposé. En fait, les rencontres avec les autrices, les auteurs, les artistes ont fait que finalement, la littérature a toujours été là. Et avant de monter Sun, j'avais créé une revue de photographie, puis une revue de littérature et de graphisme qui s'appelait Le Chant du Monstre. Donc finalement, il y avait toujours voilà, les prémices de cette hybridation et de cette rencontre entre le texte et l'image. La collection Fléchette a été impulsée par la rencontre avec Adrien Genoudet, auteur contemporain et réalisateur, qui a fait sa thèse sur les archives de la planète d'Albert Kahn, et qui m'a proposé de monter cette collection avec lui et d'arriver à trouver le corps le plus juste possible pour accueillir ce dialogue entre le texte et l'image. Donc c'est vraiment une collection qu'on porte tous les deux. On pourra en parler après. C'est les attentes d'un éditeur, justement, quand il demande à un écrivain contemporain de se pencher sur des images comme ça. Est-ce que le texte est relu ensemble? Quelles sont les attentes? Mais on passe peut-être à toi, Eric, pour nous présenter ta collection, tes choix éditoriaux. D'accord. Donc nous, notre maison d'édition est créée depuis 2011. Et c'est vrai aussi que dès le départ, on a essayé d'envisager des couples, des alliances entre photographes et écrivains, en privilégiant la photographie, parce qu'on se présentait comme édition photographique. On a fait plusieurs tentatives comme ça, de confier à des écrivains des séquences photographiques et de leur proposer soit d'écrire une fiction, soit d'écrire ce qu'ils pouvaient ressentir en compulsant la séquence. On a eu des très grands noms. J'avoue que j'avais été très surpris par la faculté de réception des écrivains sur la photographie. Bon, des grands noms, quoi. Marie Desplechin, Philippe Claudel, Andrei Kourkov. Et en fait, autant, je pense, le public était vraiment intéressé, autant, et on en parlera sûrement, les libraires ne considéraient pas ça à chaque fois comme un écrit d'une personne reconnue comme écrivain. En fait, c'était toujours considéré comme un texte mineur lorsque c'était en accompagnement d'une séquence photographique. Donc, on a continué à réfléchir au sein de la maison d'édition. Je ne suis pas tout seul. Et on a mis en place cette idée d'un concept de collection où on ferait vraiment 50-50 et en essayant d'envisager à chaque fois un jeu différent, une alliance différente entre le texte et la photographie, mais en jouant les codes de la littérature dans l'ouvrage lui-même. C'est-à-dire que c'est un peu, pour nous, une histoire de cheval de Troie pour rentrer dans les rayons littérature des libraires. Donc, on a eu la chance d'avoir Nadège Fagot, qui avait une correspondance avec Annie Ernaux depuis plus de 10 ans et qui nous a permis de lancer cette collection qui s'appelle Singulière et qui va donc réunir à chaque fois une séquence photographique avec un texte complet qui est à la fois en phase avec la séquence et à la fois totalement autonome aussi. Voilà. C'est ce qu'on cherche à faire pour séduire et aussi pour amener, puisque c'est bien un des enjeux principaux que nous avons en ce moment, amener les libraires à s'intéresser beaucoup plus à l'édition photographique.
Voilà. Ouais, parce que les libraires sont parfois très, très embarrassés, ils ne savent pas trop où classer les livres de photographie. Ils mettent ça généralement dans les rayons beaux-arts. Donc, voilà. Et quand un écrivain de renom écrit un texte, effectivement, ça brouille un petit peu les cartes et les... Alors, tu l'as dit, Fabien, le Bec en l'air est né en 1999 et pendant les 2 premières années, d'ailleurs, le Bec en l'air ne publiait pas sous son nom. On réalisait des livres pour d'autres éditeurs, notamment le Seuil, ce qui déjà dit le rapport un peu à la littérature. Et puis en 2001, ça a été donc les premiers livres. Et c'est vrai que ce rapport au texte, il était là dès le départ. J'ai envie de dire beaucoup par mon parcours. Moi, j'étais journaliste dans la presse écrite, j'accompagnais pas mal de photographes, et j'étais toujours frappée du cloisonnement qu'il pouvait y avoir, y compris dans les rédactions, entre les pitchers, éditeurs et les gens du texte, notamment en France. Je pense que chez les anglo-saxons, c'est très différent, parce qu'il y a notamment cette grande tradition du journalisme littéraire, où on connaît les grands noms qui ont accompagné les grands duos photographes-écrivains. En France, quand même beaucoup moins. Et je crois qu'au départ, la naissance du Bec en l'air est née de ce constat et de l'envie de rapprocher les deux mondes. Donc la collection, elle est née. Alors, on a fait appel à des écrivains dès le départ, pas dans une collection, mais pour exactement comme le disait Eric, chez toi aussi, ça a été le cas. Moi, je ne trouvais pas, mais peut-être parce que c'était un peu avant toi, je trouvais que c'était pas si facile que ça, parce que la plupart des écrivains peut-être n'osaient pas s'aventurer sur le terrain fictionnel, ou donc se sentaient un peu obligés d'être dans le commentaire de texte ou dans un rapport très illustratif. Or moi, ce qui m'intéressait, c'était évidemment un dialogue, le déplacement, un dialogue qui soit non pas en harmonie ou en opposition, mais qui soit une extrapolation, tu viens très bien de le dire, un déplacement. Donc en 2007, on a décidé de créer cette collection qui s'appelle Collatéral. Et j'ai envie de dire, et je me réjouis vraiment en plus de voir ces 2 très belles collections qui sont très, très justes aussi dans leur pensée. Je pense qu'en 2007, c'était peut-être un peu trop tôt. Je ne saurais expliquer pourquoi, il faudrait demander aux libraires. En tout cas, ça a été vraiment très difficile d'imposer cette collection, parce que les libraires étaient désemparés par ce duo. Je me rappelle d'une libraire, je peux dire maintenant, elle a pris après ses retraites, mais d'une libraire très connue du 5e arrondissement et de la rue des Écoles, pour ne pas la nommer, qui m'avait dit, alors qu'on avait un texte d'Arnaud Bertina, excellent écrivain, publié chez Vertical, etc., qui m'avait regardé quand je lui ai expliqué, qui m'avait dit, mais c'est un vrai texte d'Arnaud Bertina. Et ça m'avait vraiment frappé, en fait, comme si finalement, comme si c'était pas assez noble d'écrire pour la photographie. Donc on a développé néanmoins, on a tenu bon dans cette collection qui s'appelle Collatéral. Alors l'idée justement, c'était collatéral en biologie, il y a les vaisseaux primaires et puis les vaisseaux secondaires qui cheminent parallèlement. Donc c'était un peu ça, c'était de se dire, moi j'aime bien dire, en tout cas c'est le petit texte qui résume la collection, c'est que le texte est image comme l'image est texte. Et ce qui m'intéressait aussi dedans, c'était le point de tension que ce dialogue texte-image allait révéler jusque dans la mise en page. Comment il y a le texte, il y a la photo, mais comment les deux vont s'articuler, y compris, j'ai envie de dire, dans l'espace, en fait. Oui, j'avais envie qu'on en parle aussi, la forme. Ouais, la forme. Ça a donné plus de 20 titres. C'est une collection qui est aujourd'hui en sommeil. Je ne dis pas qu'elle se revitalisera pas. Pourquoi elle est en sommeil ? Parce que c'était, il faut le dire, vraiment dur, vraiment dur commercialement, parce que quelque part, c'est quand même des beaux objets, donc souvent des impressions quadrilles, qui certes n'ont pas c'est pas le même prix que les grands livres qu'on fait, mais c'est pas non plus, ça n'a rien à voir avec le prix d'un livre de littérature, en fait. Il y a une photogravure, il y a des papiers qui sont donc des papiers couchés ou non couchés, mais en tout cas des papiers de création. Donc forcément, l'économie était hyper difficile à trouver. Donc voilà, c'est la principale raison. Après, cette collection, elle a vraiment permis, et j'espère qu'elle le permettra encore, beaucoup d'écrivains ont vu là, finalement, je pense à Joyce Orman, par exemple, excellente écrivaine, qui était connue pour plutôt sa littérature de non-fiction, littérature documentaire, et qui là s'est aventurée pour la première fois en fiction. Et Joy dit, et je suis heureuse d'entendre ça, que c'est justement ce livre qu'elle a fait dans cette collection qui lui a permis de passer à autre chose. Voilà. Et pour les photographes, et j'en terminerai là en préambule, pour les photographes, je pense que c'était aussi l'occasion souvent d'avoir une série parfaitement cohérente qui ne pouvait pas prétendre à être une monographie, à être on va dire un gros livre photo tel qu'on peut les voir juste à côté, mais qui justement pouvait trouver une cohérence dans une forme beaucoup plus courte. Voilà.
Je pense que ce qui peut être très précieux pour un écrivain, c'est qui travaille par définition de façon solitaire, c'est de s'ouvrir à un dialogue sensible avec une autre esthétique que la sienne. Et peut-être que les écrivains aujourd'hui sont un peu plus ouverts à ce genre de collaboration. Oui, les hybridations, ça marche bien. Enfin, la littérature dialogue beaucoup avec la musique, voilà, la photographie avec la littérature. Ces hybridations de formes, effectivement, sont aujourd'hui beaucoup plus mûres, je pense, dans la création contemporaine. Et puis, il y a aussi tout simplement ce qu'est devenu la photographie. J'ai envie de dire, voilà, ces 15 dernières années, sa représentation. On est ici à Arles, donc on a l'un des exemples les plus frappants. Mais voilà, les écrivains sont aussi conscients du pouvoir de l'image. Et puis il y a aussi certainement aussi ce discours pour lequel on milite beaucoup. Tu as parlé de l'association qui nous réunit et qui est donc France Photobook, qui représente une trentaine d'éditeurs de livres de photographie français. Il y a aussi cette reconnaissance de la photographie comme une écriture à part entière, qui reste quand même un véritable, là on est entre convaincus, mais qui reste un véritable petit combat à mener, notamment quand même auprès des libraires. Voilà, il n'est pas question ici de crier sur les libraires ou quoi que ce soit. Ils sont là et en France, ils sont particulièrement présents. Mais néanmoins, ce rayon photographie dans les librairies demeure encore très souvent confidentiel. Il est au premier, au rez-de-chaussée, ou alors il est dans une table sur laquelle finalement on va trouver beaucoup de livres liés au catalogue de grandes expositions, et c'est très bien. Mais on peine un peu à trouver au livre photo sa place, parce que justement, il en prend de la place, parce qu'il coûte plus cher, parce qu'il est fragile, etc. etc. Donc cette collection, et je pense qu'on y a pensé tous les trois, c'était aussi une manière de faire aller le libraire et les lecteurs vers l'écriture photographique. Oui, c'est ce que Eric, tu appelles un cheval de Troie. C'est une façon de faire circuler en fait les images au-delà du cercle des amateurs traditionnels. Mais peut-être... je continue avec toi, Fabienne, parce que tu as une place aussi singulière. Tu diriges un festival de littérature. Donc ça, dans le monde de l'édition, c'est quand même très rare. Je pense qu'il n'y a pas d'autre cas. Le festival Oh les beaux jours à Marseille. Et donc ça te donne un regard évidemment très, très précis sur la création littéraire contemporaine. Oui, sans doute. Je côtoie beaucoup d'écrivains, et puis je dirais que je suis peut-être une littéraire avant de... J'ai dit un peu sur mon parcours, j'ai accompagné des photographes, et quelque part, moi, j'ai découvert la photographie en accompagnant en reportage en tant que journaliste des photographes, et je me suis ouverte à cette écriture de cette manière-là. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai... voilà. Après, justement, je parlais des hybridations, etc. Dans mon festival, on croise beaucoup la littérature et la musique. Le croisement littérature et photographie n'est pas si simple, mais je dirais que je raconte ça parce que c'est finalement la même problématique que dans nos collections, c'est-à-dire que justement, comment on le crée, ce dialogue, quoi, de quelle nature il est, pour arriver à aller plus loin que l'illustration. Je parle d'un chien, on voit un chien, je parle de tempête, on voit une image de tempête. Non, comment est-ce qu'on arrive à amener les gens vers quelque chose qui va transcender ça? Moi, j'aime bien dire qu'on dialogue de poétique à poétique, en fait. Oui, voilà. Oui. Mais tout le monde est... Voilà, je pense que c'est facile de trouver des écrivains qui aiment la photo, des photographes qui aiment la littérature, mais des gens qui arrivent à penser ça de manière peut-être un peu plus singulière pour faire œuvre commune aussi, avec chacun qui va faire un pas vers l'autre, c'est peut-être moins facile que ce qu'on pourrait penser. Oui. Et donc toi, Eric, là, je pensais aussi à la présence, peut-être au fantôme bienveillant de Denis Roche, qui est quand même... justement à la jonction de la littérature et de la photographie de façon très, très, très fine, très intelligente et très percutante. Et toi, tu évoquais donc cette formule presque un peu guerrière, un peu du rusé Ulysse et du cheval de Troie. Alors, tu peux développer cette idée-là? Oui, je peux développer. Simplement, je ne voudrais pas qu'on oublie entre l'écrivain et le photographe la personne qui fait tout de même la reliure, entre guillemets, qui est l'éditeur, en l'occurrence, sur ce type d'ouvrage. Puisqu'on se rend bien compte que l'écrivain seul ne serait pas tenté par l'utilisation des images telles que nous allons le proposer dans le produit fini, de même que le photographe seul, sans doute, n'aurait pas cette envie de dialoguer comme nous le ferons à la place qui est la nôtre d'éditeur, parce que je pense de plus en plus que l'éditeur est un arrangeur exactement comme en musique, et que sur ce type de matières différentes,
mots et voilà, images. C'est nous qui créons l'accord entre les deux, puisque ça n'existerait pas si on n'était pas là pour justement faire rencontrer, connaître et harmoniser. Donc de plus en plus, je le vois comme ça dans ce type d'ouvrage. Alors, oui, les écrivains, il me semble, je ne sais pas exactement pourquoi, mais sans doute parce que beaucoup d'écrivains, ça m'a fait tilt l'autre jour quand je discutais avec une autrice, beaucoup d'écrivains ou écrivaines donc, suivent les images mentales qu'ils produisent dans leur écriture. Donc en quelque sorte, ils ont un peu l'habitude de cette perception intérieure qui est par ailleurs provoquée par la photographie, l'image. Et il me semble que c'est ça la porte d'entrée vers les écrivains. Donc je veux dire par là que les écrivains sont assez couramment touchés par la photographie. C'est quelque chose... Des écrivains qui écrivent de façon très, très cinématographique. Voilà, très visuelle, très Laurent cinématographique. Et ils sont toujours un peu à suivre leurs images mentales, en tout cas dans le processus d'écriture, tel que l'écrivaine m'en parlait l'autre jour. Et du coup, je me suis dit, oui, il y a plein d'écrivains qui sont comme ça. Donc, il y a une sorte d'accueil favorable qui se fait avec les écrivains et écrivaines pour éventuellement donc, travailler avec un photographe ou une photographe. Chez les lecteurs et les lectrices, je pense aussi qu'il y a un accueil assez favorable. On s'en rend compte dans les salons, on se rend compte que c'est quelque chose qui attire, parce que au-delà de feuilleter simplement un livre de photos, le lecteur se dit « Ah, mais j'aurais encore plein d'autres choses à découvrir chez moi ». Alors qu'un des écueils, à mon avis, principaux de la vente de nos ouvrages, souvent, c'est que quand les gens les regardent sur table, bon, ils feuillettent, ça va souvent très vite, et puis ils se disent « Bon, ça va, je l'ai lu ». Tandis que si tu as du texte, bon, tu te dis « Bon, il va falloir que je continue la découverte chez moi ». Et le problème, vraiment, c'est l'intervalle. C'est le libraire ou les gens qui travaillent en médiathèque. Parce que dans notre éducation nationale, il y a très très peu d'ouverture sur l'image, sur la photographie, et c'est pas une volonté de ne pas en parler ou de ne pas connaître, c'est plutôt d'être démuni dans le cadre même de son métier. Oui, c'est une méconnaissance, c'est une Mais ils ne savent pas comment faire. Il n'y a pas la manière. La plupart des gens, et même des amis de toutes sortes que vous pouvez avoir, je me rends bien compte, en dehors de nos milieux toujours passionnés par la photographie, tu leur montres des photographies, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire ce qu'il y a sur la photographie. Ils vont te dire c'est un chien sur la route, mais ils ne vont pas ressentir. Et c'est très étrange, parce que pour nous, ça nous semble avoir été inné depuis toujours, mais ce n'est pas vrai, nous-mêmes on l'a acquis. Et donc ça manque terriblement. Parce que franchement, je pense qu'il y a 1% de la population en France, maximum, qui est sensible à la photographie telle qu'on la produit dans nos ouvrages. Donc là, il y a tout ce travail de jonction, de découverte que nous essayons de faire passer à ces intermédiaires, à ces personnes qui sont entre les lecteurs et les producteurs, entre les lecteurs et les éditeurs, entre les lecteurs et les curateurs, etc. Donc voilà, c'est vraiment, il nous semble que c'est bien là que ça se passe, que c'est bien là qu'il faut produire notre effort. Et donc oui, c'est une sorte de bataille qu'il faut faire pour ouvrir les rayons des libraires et ouvrir leurs envies de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est un peu comme la musique. Tu n'es pas obligé de savoir jouer d'un instrument, mais tu peux très très bien l'apprécier. Donc c'est tout ce travail-là qu'on est en train de mettre en place aussi bien dans l'association France Photobook, par toutes sortes d'actions, que dans nos actions spécifiques d'éditeurs, avec les objets qu'on est en train de créer, de construire. Je pense qu'il y a un pari et une volonté d'associer les notoriétés. C'est-à-dire quand on publie Annie Ernaux, on sait que naturellement, j'imagine, toutes sortes de lecteurs viendront à nous
qui d'habitude ne regardent pas des livres de photographie. Et donc là, il y a un enjeu de démocratisation en fait, de l'image. C'est très clairement un piège. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier titre de la collection, avec Annie Ernaux, bon, on a la chance en plus qu'elle a eu le prix Nobel avant qu'on sorte le livre, mais évidemment, là, ça fait consensus pour les libraires, parce que d'un seul coup, ils se disent « Ah oui, tiens, je ne savais pas, ah, c'est intéressant, je vais regarder ». Et c'est vrai que la diffusion de cet ouvrage par rapport à nos diffusions habituelles, il se sent comme une mesure. On ouvre plein de points de vente nouveaux, et du coup, on ouvre aussi, je crois, j'espère, l'intérêt des libraires pour ce type d'ouvrage, et quelques-uns, sans doute, retiendront aussi l'intérêt propre de la photographie pour les autres ouvrages plus photographiques. En tout cas, c'est un des objectifs. Mais à côté de ça, après, certainement, puisque les ouvrages de Sanson ne sont pas tout à fait sur le même type, à côté de ça, il y a vraiment quelque chose, moi, qui me passionne depuis le début, et c'est vrai que Fabienne était précurseur, c'est cette façon de faire consonner, en fait, et j'emploie des ce mot de vocabulaire, faire consonner le texte et l'image. Ça sonne, il faut que ça sonne en fait. Il faut que lorsqu'on lit l'ouvrage, il faut que le lecteur ne puisse pas s'empêcher de continuer en fait à lire et pas le perdre jusqu'à la fin. C'est-à-dire que l'image qui tombe, elle doit être vraiment l'image qui tombe. C'est un coup de cymbale. Et je pense que oui, il faut vraiment travailler nos collections d'une manière comme ça assez... voilà, c'est l'écoute en fait. À l'oreille. Je pourrais témoigner d'ailleurs parce que tu m'as demandé d'écrire un texte pour un livre de Patrice Dion et Eric a gardé 4 phrases. Donc, j'espère bonne phrase. Mais... Je croyais que ça t'avait pas si marqué que ça en fait. Et donc, toi, Céline, ton rapport au libraire, parce que moi, ce qui me frappe aussi dans le monde de l'édition photographique, c'est votre façon de colporter vos ouvrages. Vous êtes vraiment derrière chaque titre, dans les salons, vous êtes un peu partout en France. Vous êtes très, très présent, beaucoup plus que des éditeurs de littérature générale. Ton rapport au libraire et comment est-ce que quand tu as l'occasion de présenter tes livres en librairie, comment ça se passe? Les livres... Des livres de la collection Fléchette, quoi. Pour la collection Fléchette, Ouais. comme le disait Eric, ça ouvre de nombreuses portes. Quand on est éditeur de photographie principalement et qu'on fait de la littérature, on a accédé à énormément de librairies généralistes. Pardon. Et la diffusion était sans commune mesure, une fois de plus, comme tu le disais Eric, avec le titre de Marie-Hélène Lafont. On a tiré tous les ouvrages à 1200 exemplaires. Au bout de 5 mois, il n'y en avait plus concernant ce titre-là. Marie-Hélène Lafont qui est présente dans toutes vos collections. Pas encore. Ah oui, excuse-moi. Bon, je pense avec David. Le jour où on s'est parlé pour se dire, oh, tu sais, je monte une nouvelle collection photographie et littérature. Ah, moi aussi, j'ai une idée comme ça. Et puis, on avait la même autrice. Marie-Hélène Lafont aime beaucoup la photographie. C'est une collectionneuse. Donc, c'est vrai qu'au départ, dans nos recherches d'écrivains, c'est vrai qu'on essaie de repérer ceux dont on connaît l'appétence pour la photographie. Voilà. Et l'anecdote avec Marie-Hélène, c'est qu'au début, elle a refusé en disant « l'idée est superbe, mais je n'ai pas le temps ». Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y a une image qui l'a hantée. Elle a cherché dans plein de documents, des magazines, et elle retrouve l'image, et c'était une image des archives de la planète. Donc elle nous a rappelé en disant que c'était une obligation pour elle d'écrire sur et à partir de cette image. Et pour répondre plus précisément à ta question, pour moi, ça a été les livres de photographie qui ont été plus difficiles. À défendre en librairie. Pour Fléchette, pour cette collection, ça a été beaucoup plus facile. Ce n'est jamais acquis. Et puis selon l'autrice ou l'auteur présenté, sa notoriété, c'est sûr qu'il faut un peu plus pousser. Mais pour moi, ça a été vraiment des portes ouvertes. Et c'est une question que je me posais, c'est comment les noms d'écrivains viennent à vous, puisque vous êtes d'une part sursollicité que comme éditeur, vous recevez en permanence des travaux, mais pour un écrivain, vous allez chercher l'écrivain. Et est-ce que les réussites, enfin les livres les plus réussis ne sont pas justement des livres qui sont portés dès l'origine
peut-être Fabienne, tu as quelque chose à dire là-dessus, par un duo écrivain-auteur. Quand l'éditeur choisit un écrivain sur un texte, il peut y avoir des hiatus assez souvent, je trouve. Oui, c'est vrai que nous, si je m'en tiens à cette collection collatérale qui a plus d'une vingtaine de titres, je crois qu'on n'est pas loin de 25 titres, les duos, les mariages qui ont le mieux marché, c'est la même chose que dans la vie, ce ne sont pas les mariages forcés, c'est les vrais mariages d'amour. Et je sais pas, je peux peut-être citer un exemple, c'est toujours mieux. Je pense à Alice Zéniter et Raphaël Nil. Alice connaissait Raphaël depuis longtemps. Dans L'Art de perdre, des romans bien connus d'Alice Zéniter, à un moment donné, il est question d'un photographe et de photos, c'est Raphaël Nil. Elle a joué dans Raphaël est aussi cinéaste, elle a joué dans un film et vice-versa. Raphaël a participé au film qu'Alice a sorti récemment. Enfin voilà, tous les deux se connaissaient bien. Et c'était assez intéressant, si je raconte en deux mots, parce que Raphaël a fait beaucoup de photos autofictionnelles, se déguise en étrange personnage et s'immerge lui-même dans des paysages, souvent des paysages nordiques avec des costumes un peu curieux, un peu étranges. Donc il y avait quand même cette série extrêmement difficile, ce personnage un peu rouge avec des costumes bizarres et puis des photos de nature nordique un peu abstraites, etc. Donc je me demandais bien ce qu'elle allait pouvoir écrire. Et finalement, elle a joué sans doute sur ce formalisme, sur ce côté comme ça extrêmement presque assez clinique, assez froid, et elle a imaginé en fait un personnage, une femme qui fait le ménage dans des grands immeubles de bureaux tout à fait impersonnels, avec toute l'ingratitude que ce travail peut provoquer. Et cette femme en fait est prise de migraines de plus en plus violentes, comprend qu'elle est électrosensible, et et donc c'est aussi toute la souffrance au travail, etc. Et à un moment donné, a une crise tellement violente, et c'est une scène que je trouve vraiment très belle dans le livre, où elle voit apparaître une étrange créature rouge. Et à ce moment-là, dans le livre, on bascule et on utilise du coup les photos de Raphaël qui viennent nourrir ça. Donc voilà, c'est exactement... et je sais qu'ils se sont par exemple beaucoup parlé là-dessus, parce qu'elle savait en plus comment il avait fait ses photographies, et elle voulait surtout pas rentrer dans les raisons, j'ai envie de dire, autofictionnelles qui avaient poussé Raphaël à faire ces images. Donc voilà, c'est toujours j'ai l'impression que quand il y a quand même un dialogue entre les deux, ou en tout cas une compréhension mutuelle des travaux des deux, en tout cas dans cette collection, ça a mieux fonctionné. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que ton prochain projet, Eric, entre Laure Samama et Hélène Guestern, c'est tout à fait ça, en fait. C'est un duo qui arrive. De toute façon, c'est l'idéal quand effectivement le duo est déjà constitué et que nous, on vient mettre la patte de l'éditeur sur la façon comment dire, de mettre en forme l'ensemble. C'est vrai que le premier livre, L'autre fille, est né de cette correspondance pendant 10 ans entre Annie Ernaux et Nadège Fago. Donc là, c'est vraiment quelque chose de régulier, une amitié qui s'est construite au fur et à mesure. Et puis entre Laure et Hélène, c'est beaucoup plus le choix de Laure. C'est pas mal le choix de Laure, comme le choix de Sophie. Le choix de Laure de vouloir absolument Hélène. Donc elle lui a envoyé sa séquence d'images et Hélène Guestern a répondu avec beaucoup de retard, mais finalement s'est dite prête à se lancer dans un texte construit comme une enquête policière. Voilà. C'est vraiment un tout autre registre, mais ça m'intéresse autant parce que c'est toujours ces deux mesures identiques. Autant de photographies, c'est pas au poids, mais autant de force photographique que de force du texte. Et donc pour toi, Céline, pour Sun, donc tu as sorti 4 livres en même temps. Première fléchette, je dirais. Les noms viennent d'Adrien Genoudet. Comment est-ce que tu travailles avec les auteurs? Qu'est-ce que tu leur demandes? Est-ce qu'il y a une sorte de cahier des charges, un format particulier? Parce que finalement, les textes sont de longueur variable. Quelles sont tes attentes? Adrien Genoudet, le directeur de collection, donc c'est lui qui travaille en premier lieu avec les auteurs. Évidemment, on travaille les textes ensemble après, mais c'est vraiment une collection, j'allais dire à part, qui fait vraiment partie de Sun, mais c'est le seul endroit où je travaille en collaboration éditorialement.
Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est lui, en fait, par son parcours d'auteur, il a travaillé avec Patrick Boucheron, au Collège de France. Il a publié aux éditions Inculte, il est au Seuil maintenant. Donc c'est lui qui, en fait, ouvre la voie de la littérature et de toutes ces plumes auxquelles on propose d'écrire sur les images des archives de la planète. Et donc, c'est une carte blanche qu'on leur propose, sachant qu'il la consigne est de choisir une seule image parmi les 80 000 images qui constituent les archives de la planète, images qu'on reproduit séparément du livre et qu'on insère en première page, et à partir de là arrive un texte de fiction ou plus documentaire ou un essai. Oui, ça, on va pouvoir en parler de la forme, justement, parce que chaque livre est accompagné d'une image qu'on peut voir en transparence, en quelque sorte. Voilà, comment vous pensez la forme de vos livres en fonction des textes qui arrivent? Alors déjà, on a parlé du format, parce que ce sont des formats qui sont compatibles, encore une fois, avec les rayons littérature. Mais justement, ça m'intéressait de dire comment on a choisi les photographies pour cet ouvrage-là d'Annie Ernaux. Parce que c'est la première fois qu'on fait ça, et je ne sais pas, c'était une illumination un jour. On avait le texte lu par Annie Ernaux. Donc, parce que ça c'est publié sur Audiolib. Donc, voilà. Nadège nous a fait, je ne sais pas, 150 tirages à peu près, un petit format. Et donc, on s'est réunis à 3 en ayant mis les 150 photos sur une très grande table. Et on a commencé donc à entendre Annie Ernaux, en fait. Et c'est comme ça que, en regardant, évidemment, on faisait des pauses, hein, on n'a pas fait ça en juste 1h03, mais en entendant Annie Ernaux au fur et à mesure, ben voilà, c'est comme si les images s'emboîtaient de façon quasi naturelle dans le texte, en fait. Et bon, ça permettait de les organiser dans la succession, et on n'est pas revenu dessus, en fait. Ça a été tout de suite la bonne mise en place. Ensuite, tu travailles avec une graphiste, enfin une fois que ça c'est fait. Hein. Et cette méthode est peut-être voilà, celle qu'on suivra pour d'autres ouvrages. Là, en l'occurrence, le deuxième, comme on parle plus des photographies, on n'a pas agi de cette façon. Et ensuite, une fois que tu as les images, que tu as ton texte, c'est le travail de la graphiste, en l'occurrence, de mettre en page de façon à conserver cette scansion de l'ouvrage qui fait que ça sonne au début de page comme ça sonne dans l'image qui fait face. Et que c'est ça qui est très étonnant, c'est que ça marche vachement bien dans les vis-à-vis, en fait, alors qu'au début, on n'avait fait que la coulée. Voilà. Et donc toi, Fabienne, quelle solution formelle tu as pensé? Alors, moi, si on ne parle que de cette collection, la mise en page a été réinventée vraiment à chaque fois. Je vous ai parlé du Alice Zénithère, donc au début assez peu de photos, puisque on est vraiment dans le... Il n'y a pas encore l'électrosensibilité de révéler, etc. Et à la fin, foisonnement de photos à partir du moment où ce personnage rouge apparaît dans la tête de cette femme. Je voulais juste parler, par exemple, de celui-là, numéro d'écrou 36 25 73, Arnaud Bertina, Anissa Michalon. Anissa Michalon, une photographe qui a suivi la communauté malienne de Montreuil, et notamment un jeune homme qui s'appelait Ahmed, qui s'appelait Idriss Ahmed, c'est le personnage d'Arnaud Bertina, justement, et qui s'est retrouvé accusé à tort d'un viol sur une jeune femme, viol qu'il n'a pas commis et qui a été emprisonné et qui s'est suicidé. Donc Anissa avait documenté ça. Quand je dis documenté, c'est justement avec une écriture extrêmement documentaire, donc histoire déchirante, bouleversante. Elle était allée, en plus, elle avait collecté avec la communauté malienne une certaine somme d'argent, et ils avaient rapatrié son corps, évidemment, dans son village natal, etc. Arnaud Bertina, qui connaissait lui très bien la photographe et qui avait suivi en fait tout ce travail documentaire, a eu envie d'écrire là-dessus. Il était pour lui, Arnaud n'est pas du tout un écrivain voilà, enfin il n'avait pas du tout envie de s'approprier cette histoire et de la raconter comme ça. Donc
qui déplace cette histoire, qui raconte autrement à travers le personnage d'un jeune Algérien. Voilà, histoire totalement fictionnelle, avec une langue à la Arnaud Bertina, donc une langue extrêmement comme ça fragmentaire, un travail aussi sur l'oralité, très beau, etc. Vient le moment de la maquette, on a donc ces bons textes d'Arnaud, ces photos documentaires, et très vite s'impose à nous le fait que ça va être complètement impossible de faire dialoguer texte et image en mettant, voilà, je sais pas, 5 pages de ce texte qui parle d'un jeune Algérien, puis un portrait d'Idriss, et puis enfin voilà. Donc là, on décide d'être beaucoup plus radical. Donc on a le texte tout en entier d'Arnaud, voilà, en première partie, et la photographie avec parfois des doubles pages, parfois voilà. Là ensuite, on a j'ai envie de dire, on a les codes graphiques d'un livre photo. On retrouve nos réflexes d'éditeur photo de plus grands livres. Hein. Voilà, on joue avec la seule contrainte que là, on a la contrainte du format, alors que quand on imagine une monographie, évidemment, on définit le format à partir des photos. Et ensuite, troisième partie, parce qu'il nous paraissait évidemment important de raconter la véritable histoire que je vous ai racontée, pour être aussi voilà, respectueux aussi hein, par rapport à ces images. Donc les légendes, qui sont plus que des légendes, qui sont des légendes très écrites, qui là viennent dans un troisième niveau raconter la véritable histoire de ce jeune Malien. Donc voilà, beaucoup de réflexions qui nous amènent vraiment à chaque fois à repenser, et là je pense à ça par rapport aux autres livres qu'on peut faire, à repenser graphiquement cette place de l'image. Moi j'aime bien dire que l'unité de mesure du livre photo, c'est la double page. Hein. Cette double page à la fois fascinante, mais en même temps hyper contraignante, la page de gauche, la page de droite, et comment on épanouit la photo dans cette double page. Alors c'est déjà difficile dans les livres de plus grand format, mais alors dans un petit format, ça le devient encore plus. On pense lecture, mais en règle générale, les livres photos, on les lit dans la double page. Oui, exactement. Il faut vraiment penser donc tout là, de suite se mettre dans cette position de les lire ensemble, à deux, dans leur correspondance, leur contrepoint, leur tension, etc. Oui, puis on est tous partis sur d'assez petits formats, parce que l'idée, c'est que justement, ça s'impose sur une table littéraire, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des grands formats. Nous, on avait travaillé avec Olivier Rollin sur un livre photo qui met les photos et textes aussi sur un beaucoup plus grand format, et ça marche beaucoup plus difficilement. Ce que je voudrais dire aussi, pour faire un mini retour en arrière, mais je pense qui est intéressant aussi, c'est que ces livres-là, effectivement, ils peuvent nous ouvrir des portes en librairie, parce que d'un seul coup, ça va rassurer le libraire. Le nom de l'écrivain va rassurer le libraire, hein, soyons clairs, c'est rarement le nom du photographe qui va le rassurer. Par contre, moi, l'expérience que j'ai pu faire, notamment à Arles, sur les tables, voire à Paris Photo, de déposer la collection sur des tables avec un public photo et d'amateurs de livres photo, alors là, ça marche pas du tout. Enfin, je pense que les livres sont même pas du tout regardés, parce que d'un seul coup, le protocole n'est plus le même. Trop de texte, voilà. Ce qui en dit long quand même sur la difficulté, on en parle depuis le début, mais je pense que c'est quand même de ça qu'il s'agit, sur la difficulté de concilier deux sphères que beaucoup de choses continuent d'opposer. Et moi, peut-être pour incarner ma réponse et préciser une des différences majeures dans nos collections respectives, c'est que déjà la collection est basée sur des images d'archives, donc de la collection Albert Kahn. Donc ce ne sont pas des auteurs, des photographes contemporains, ce sont des archives. Les archives de la planète tentaient de capturer l'état du monde avant qu'il ne disparaisse au début du siècle dernier. Et pour nous, l'idée, c'était de faire dialoguer ce monde disparaissant du début du XXe siècle avec les textes d'auteurs et d'autrices et d'auteurs contemporains à 100 ans d'écart. Pas aller du côté du faire-valoir ou de décaler. Comment dire ? Pour nous, c'est vraiment une collection de littérature qui est basée à partir d'une photographie. Si, mais ce que vous dites, c'est tout à fait juste. C'est que mon point d'ancrage, si vous voulez, dans le débat, c'est de partir de ce phénomène depuis un an, et qui est en train et il y aura encore une nouvelle collection. Ça vient de nos expériences conjuguées en librairie jusqu'à maintenant en tant qu'éditeur. Et moi, de façon plus spécifique, au début de ma carrière, entre guillemets, d'éditeur, je me disais, tiens, si je trouve un nom d'une personnalité qui va faire un écrit sur une séquence photographique, sur un travail photographique, je me disais, naïvement, ça va intéresser beaucoup plus le libraire. Or, il n'y a vraiment aucune plus-value, ni au niveau du libraire, ni au niveau du lecteur. Quand tu restes dans une forme
photographique. Donc, la poursuite de l'analyse a fait qu'on s'est recentré sur une forme qui prenne les codes de l'édition littéraire, encore une fois, en mesurant de façon égale les deux. Il ne s'agit pas de prioriser la littérature par rapport à la narration photographique. Il s'agit vraiment d'envisager une troisième voie, qui soit vraiment l'alliance des deux. Oui, puis on dit une troisième voie, mais en fait, on voit très bien que nos 3 collections, par exemple, sont différentes et qu'on n'a pas une seule manière de... Ceci dit, moi j'ai un contre-exemple et je vois Benoît Coutaz, mon diffuseur qui est dans la salle et qui s'en souvient. On a sorti un livre avec un texte de Nicolas Mathieu au moment où Nicolas Mathieu sortait son second roman qui a eu tout le succès qu'on sait et qui est un auteur en plus, Nicolas Mathieu, qui a cette capacité à séduire, je pense, les jeunes générations. Son Instagram très suivi. Ouais, un Instagram très suivi. Et ce livre, je me souviens que, comme d'habitude, c'est toujours un exercice un peu difficile quand on va présenter. Donc nous autres éditeurs, nous avons des structures de diffusion. Donc vient le grand jour de la réunion, on présente nos livres aux commerciaux et les livres photos, c'est pas toujours simple, même si voilà, il y a beaucoup de bienveillance. Mais ce que nous renvoient les commerciaux, c'est que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué, la photographie. Et donc voilà, quand on arrive avec Nicolas Mathieu, c'est quand même déjà plus simple. Et donc on s'était dans la mise en place, le nombre d'exemplaires qui allaient être proposés aux libraires, on était parti sur un chiffre assez haut, mais très vite on a été complètement dépassé. Et là, c'était un livre avec d'excellentes photographies du collectif Tendance Floue, et loin de moi de dire que c'est pas Tendance Floue qui a fait vendre le livre, mais quand même, c'est clair que le nom de Nicolas Mathieu, voilà. De la même manière, quand on se demande à Jean Baudrillard d'écrire un texte, c'est la même chose. Pour décaler un petit peu, on a tendance à dire que la photographie française est littéraire, en tout cas parfois on peut entendre ça. Là, on peut penser, je citais Denis Roche, ou je pense à Hervé Guibert, ou je pense là par exemple à Flore, qui est très inspirée par Marguerite Duras, ou Agnès Broyer par Georges Bataille. Qu'est-ce que vous pensez de cette sorte d'appellation comme ça? La photographie française serait peut-être davantage littéraire que d'autres types de photographies, ou dans d'autres pays, ou peut-être la tradition littéraire est différente. Oui, je pense que dans les années 80, effectivement, 80 jusqu'aux années 90, il y a eu beaucoup de tentatives comme ça, d'écrits sur l'image. D'ailleurs, je crois que c'était le nom d'une collection, ouais. Et dans lequel on retrouve les auteurs dont tu parles. Et la tentation littéraire de Raymond Depardon aussi est importante, parce que, au-delà d'être un extraordinaire cinéaste, c'est aussi un très bon photographe et quelqu'un qui avait cette faculté de d'écrire des mots, souvent en pied de page, sur ses photographies. Et je pense que ça a participé de cette mémoire collective, sans doute une photographie littéraire, comme tu dis. Mais je pense que ça s'est effacé dans les années 2000. Et je sentais beaucoup moins cette imprégnation, propension à allier voilà, les mots sur les images. Et je sentais peut-être moins, mais là c'est peut-être simplement parce que je ne les ai pas connus, des photographes qui écrivaient sur leurs propres images. Moi, je crois que oui, effectivement, je pense que la France reste un grand pays de littérature. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent que la littérature contemporaine française n'est pas celle du 19e siècle. Il reste que le nombre de livres qui sort à chaque rentrée littéraire, que ce soit en septembre ou en janvier, l'effervescence de la vie littéraire française, le nombre de prix, les résidences aussi qui aident les écrivains à vivre est absolument incomparable en France avec tous les autres pays du monde. Et ça, on se plaint souvent, et à juste titre parfois dans ce pays, mais en tout cas, le nombre de librairies, le tissu de librairies françaises, le prix unique du livre, tout ce qu'on sait sur la force du livre, forcément, ça touche à ça, quoi. Et quand on parle d'écriture, parce qu'on aime bien parler d'écriture photographique, alors, qu'est-ce que vous entendez par écriture photographique, écriture littéraire? Quelle spécificité vous donnez à ces termes-là? Moi, spécifiquement, je parle vraiment de narration photographique. Mais je ne sais pas si c'est si répandu que ça, mais c'est vrai, je pense vraiment à plus que... En fait, l'idée, c'est de faire comprendre le fil qui va relier les images entre elles. Après, je pense qu'il y a une grande liberté
du lecteur face à la photographie. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas défini une série de photographies comme une page de texte. Dire, on n'est pas dans un alphabet, on est dans une sensation qui est traduite par chacun, suivant son histoire, suivant tout ce qu'il a connu, suivant ses perceptions du monde. Et évidemment, pour ça se rapproche vraiment de la musique, en fait, je pense. Et c'est moins une écriture qu'une tentative d'accord voilà, sur un ensemble de photographies. Sur une narration photographique. Voilà. Toi, Fabienne, je sais pas. Moi, j'aime bien parler d'écriture, mais souvent, justement, quand je m'adresse à un public qui ne connaît pas forcément la photographie, parce que je trouve que c'est quand même là qu'on fait les meilleurs comparatifs, enfin, voilà, des styles littéraires. Il y a aussi des styles en photographie et des écritures. Par exemple, la question de la photo floue, hein, qui demeure encore problématique. Non, ça peut faire sourire comme ça, mais en même temps, moi, je peux complètement entendre que des gens qui ne connaissent pas la photo et qui ne soient pas sensibles à ça soient désarçonnés par une photo floue qui peut rester pour un grand public éloigné de la sphère photographique une mauvaise photo ou une photo ratée. Enfin, voilà, donc expliquer aussi que de la même manière qu'une écriture littéraire peut être comme ça, voilà, on parle d'Annie Ernaux, voilà, l'écriture d'Annie Ernaux qui est très, très, très commentée, parfois même décriée pour son côté extrêmement comme ça, voilà, on va dire, voilà, presque sec et presque clinique, et à l'inverse des langues, voilà, beaucoup plus riches peut-être en vocabulaire, enfin qui se déploient, voilà, qui sont beaucoup plus prolifiques. En fait, expliquer que la photographie, c'est la même chose. On peut travailler sur de la photographie de paysage extrêmement sériel, voilà, et à l'inverse, être aussi maintenant sur des mises en scène photographiques, beaucoup. Enfin, voilà, bon, là, je vais faire un cours de photo. On est à Arles en plus. Mais donc, voilà, l'écriture photographique, ça permet peut-être d'établir parfois pour un grand public une espèce de comparatif peut-être un peu basique et un peu didactique, mais qui a cette vertu d'éclairer sur... il existe autant d'écritures. Un même sujet photographié par 10 photographes différents ne donnera pas la même chose, quoi. Moi, ce que j'ai remarqué au fur et à mesure des différentes sessions d'editing que j'ai pu faire avec les photographes, c'est l'utilisation du mot grammaire, la ponctuation, la virgule, le silence, qui rejoint parfois la musique, mais pour moi, il y a plus des termes littéraires qui accompagnent la composition d'un ouvrage. Donc en fait, c'est toujours une question de traduction. Et j'ai perdu mon mot. C'est toujours une question de... Tu parlais de ponctuation, de silence, de virgule, d'une façon de... Par contre, on parle de grammaire parce qu'effectivement, c'est aussi la place voilà, du sujet, du verbe, du complément, mais on ne parlera pas d'orthographe parce que comme s'il n'y avait pas de photos fausses ou de photos vraies. De photos fautives. De photos fautives, ouais. Par contre, ça fait des pirouettes parce que ce n'est pas toujours sujet, verbe, complément. C'est à chaque ouvrage et à chaque écriture photographique. Je ne me lancerai pas aujourd'hui pour décrire. C'est un terme que tu emploies, ça, écriture photographique? Oui, mais je m'en méfie. Parce que, par exemple, pour y répondre là, voilà, c'est quand on dit c'est la grammaire, c'est la ponctuation, mais je n'irai pas me tenter à définir l'écriture photographique, là, aujourd'hui. Oui, mais je trouve que c'est parce que sur des concepts un peu caoutchouc, comme disait, ou caoutchoutés, comme disait Bourdieu, on ne sait pas trop. Quand on les prend, on les tire vers soi. Et on a bien du mal à les définir. Là, je pensais à la tradition anglo-saxonne des grands textes littéraires de dénonciation accompagnant des ouvrages de photographes très puissants. Par exemple, Louons maintenant les grands hommes, tu l'as en tête. Ouais. Donc c'est James Algy et Walker Evans, 1941, un grand texte de dénonciation de la misère des métayers, 1936 aux États-Unis, spoliés, etc. Et j'ai l'impression, justement, quand j'ai en tête photographie littéraire française, j'ai assez peu d'exemples en fait de grands textes d'écrivains de dénonciation d'intervention publique à travers un objet littérature photographie qui aurait cette puissance d'impact qu'on peut imaginer justement avec ce Louons maintenant les grands hommes. Je ne sais pas si vous avez des exemples ou des... En tout cas, sur de dénonciation, effectivement, non, il y a eu pas mal de duos, mais après, il y a... Oui, voilà, c'est souvent des choses plus littéraires. On a parlé d'Hervé Guibert, mais je pense évidemment à Suzanne et Louise, ou des choses comme ça, où la manière dont lui a fait dialoguer texte et image, mais pratiquant lui-même le texte et la photographie. Sinon, dans les duos, il y a eu pas mal de duos.
duo aussi après-guerre, mais qui étaient souvent des travaux de commande et des textes de commande. Voilà. Sandra Arce-Douaneau, des choses comme ça, mais là on est complètement ailleurs. Voilà, exactement, on est complètement ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que quand on entend Hervé Guibert, on entend esthète, on entend un certain type de tremblement, on n'entend pas cette puissance de percussion, disons, d'attaque de la réalité. Donc je ne sais pas, une question que je me posais sur cette tradition anglo-saxonne des grands textes, de grands écrivains qui prennent position dans la société comme on aurait sûrement besoin aujourd'hui. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Arnaud. C'est en lecture de portfolio. Tu disais, évidemment, il faut faire attention de ne pas blesser, mais en même temps, moi, j'ai besoin d'être touchée. Donc, il y a évidemment les images qui parlent d'elles-mêmes, qui doivent parler d'elles-mêmes, mais quand on n'arrive pas à présenter, à mettre les mots, même maladroitement, on passe à côté de quelque chose. Et là, cette semaine, dans toutes les lectures de portfolio que j'ai faites, j'ai encore une fois pu remarquer à quel point la littérature est présente. En arrière-plan. Il y a souvent des auteurs qui sont cités comme source d'inspiration. Marguerite Duras, Pérec, Nicolas Bouvier, ouais. Georges Perec. En fait, c'est toujours en arrière-plan. Donc, je pense que ça fait vraiment partie, je ne sais pas, à l'étranger, mais en France, c'est, je ne sais pas, peut-être 9 fois sur 10, où ce bagage littéraire revient et est cité. Et pour revenir, je repensais... Merci, monsieur. Au duo comme ça, écrivain-photographe, j'ai l'impression aussi qu'il y a les revues qui jouent ce rôle. Je pense à 21 bien sûr, mais je pense aussi à une nouvelle revue qui va sortir bientôt avec l'ex-rédactrice en chef de 21, Léna Mauger, qui fait une revue qui s'appelle Cometa, qui parlera des pays de l'Est. Et le premier numéro, ça sera Emmanuel Carrère, qui est parti aussi avec un photographe. Donc j'ai l'impression que la revue, le MOOC, joue peut-être plus ce rôle que... Voilà, il y a aussi Gaël Turine, photographe belge, qui est parti avec Laurent Godet à Haïti. Voilà, nous, donc ça, c'était paru dans des revues. Nous, on en avait fait aussi un livre, mais pour le coup, le texte de Laurent Godet dans la revue était un texte qui était beaucoup plus, justement, comme tu le disais, coup de gueule, dénonciation, alors que finalement, dans le livre qu'on a fait, c'était un poème de Godet. Donc, des journalistes, je pense à Ariane Chemin, qui a une écriture quand même qui se rapproche très très fort de la littérature et qui est en Ukraine avec Guillaume Herbeau. Et je pense que c'est quand on lit ces reportages dans le Monde, on est saisi par ça. Oui, je voulais juste rebondir sur Yves Bonnefoy, du coup, parce qu'effectivement, il a fait un livre merveilleux, photographie et poésie, remarquable. Et c'est vrai que, en réfléchissant aussi tout à l'heure dans ta question, Denis Roche, les années 80, etc., je me disais, oui, effectivement, à cette époque-là, on était peut-être dans l'analyse des photographies. C'était peut-être une façon de faire grandir aussi la perception de la photographie. Et je pense que maintenant, tu as raison Frédéric, il y a beaucoup plus de possibilités peut-être d'alliance entre la perception poétique et la perception photographique, parce que peut-être d'une certaine façon, on a renoncé à réencadrer la photographie de manière définitive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle absolue en photographie et il y a peut-être beaucoup plus des échappées à travers les images qui peuvent être équivalentes à des échappées poétiques. Laure Mama, qu'on va bientôt éditer, est tout autant poète que photographe. On a édité également Sandrine Knud, qui est poète et photographe. Et je pense qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, la faculté d'aussi bien écrire, se laisser porter par les mots que par les images, semble être possible, en tout cas en termes de connexion. Dans une même personne, peut-être avec effectivement des duos poético-photographique. Et dans cette, je pense ici à Béadar Lamage-Badel, finalement c'est un autre grand fantôme, puisque dans ces années 80, on a ce très grand critique, qui est aussi un très très grand écrivain, peut-être un des plus grands écrivains de la seconde moitié du XXe siècle, Tout case vétérinaire de Bernard Lamage-Badel, sont vraiment des textes formidables, et qui est un grand passeur aussi de photographes, de photographie. Et on retrouve cette tradition littéraire au sens fort française, quoi, à travers son nom. Je pense qu'il y a une vraie... conscience des éditeurs, notamment de photographie, d'être des lieux de laboratoire aussi formels et de tenter en fait des expériences. Je trouve ça c'est très réjouissant dans le monde de la photographie. Je dirais comme Alain Grosbrier, ces glissements progressifs de plaisir dans le monde littéraire et photographique. Non, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je trouve que c'était très, très intéressant en tout cas pour moi et merci à vous de votre écoute et de vos partages.